Bon, dans cette vidéo, on va parler des différentes choses que j'ai pu apprendre grâce aux enseignements d'El Mancio Godson. Je regarde beaucoup ses vidéos, je m'inspire beaucoup sur justement les talks qu'il réalise lorsqu'il est directement sur la chaîne New World TV. Et c'est vrai que sur Instagram, par exemple, je fais pas mal de vidéos par rapport à le ressens qui me fait vibrer. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal de te montrer quels sont les moments que je trouve impactants dans le peu de vidéos que j'ai pu regarder sur la chaîne d'El Mancio Godson, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup. Je pense que si tu ne connais pas le doyen El Mancio Godson, ça serait peut-être l'occasion du coup de découvrir des petits résumés de ce qu'il fait, et si ça t'intéresse, allez directement sur sa chaîne pour découvrir son travail. En tout cas, on reste connecté, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et j'espère que ça va te plaire. Qu'est-ce que la femme? On sent que là déjà, c'est pas facile. À la dernière conférence d'El Mancio Godson, il parle de ça justement, la différence entre la définition et la signification. Beaucoup de personnes ont répondu, la femme c'est la mère de l'humanité, celle qui est la porte entre le monde visible et le monde invisible, le contraire de l'homme. Ouais, on a déjà entendu ça aussi. Celle qui donne la complémentarité à l'homme. Oh, il y a toujours des définitions incroyables. Tout le monde a une définition, mais c'est difficile de définir, parce que définir, c'est mettre une étiquette sur un mot. On se rend compte que c'est beaucoup plus complexe qu'une simple définition. Et c'est là où la métaphysique entre en jeu. Voici ce que propose El Mancio Godson, et là, ça m'a... La femme est un principe universel qui représente tous les principes féminins dans tout ce qui existe. Il n'y a pas de zigzag bizarre. C'est ça la puissance de la métaphysique, connaissance des principes premiers et le langage de Djibouti. Alors si tu as capté, pour toi, c'est quoi l'eau? Partie 2 sur la sexualité et la métaphysique kamite. Je reprends les propos d'El Mancio Godson. Le sexe de l'homme est électrique car il émet. Le sexe de la femme est magnétique car il reçoit. Or, le cerveau de l'homme est magnétique et le cerveau de la femme est électrique. C'est pourquoi quand le cerveau de l'homme capte celui de la femme dans un contexte bien précis, son organe se met en branle directement. Chez l'homme, la réaction est super rapide, tandis que chez la femme, c'est beaucoup plus calme. On dira même que quand les deux s'unissent, il circule l'énergie de la croix Ankh Kami. Une énergie qui part du sexe de l'homme pour rejoindre le sexe, le vagin de la femme. L'énergie monte dans la colonne vertébrale de la femme et passe par le sommet de son crâne pour rejoindre le sommet du crâne de l'homme, qui reçoit du coup l'énergie et qui la transmet à nouveau par l'organe sexuel. Circuit fermé appelé cercle de l'Ankh de vie Kami. Bref, je vais m'arrêter là sur la sexualité. Les enseignements du doyen El Mancio Godson. Pour nous les hommes, on est censé préserver notre liquide séminal. Ça permet d'amplifier notre énergie sexuelle. Quand on déverse notre liquide un peu n'importe où, du plastique qu'on jette ensuite à la poubelle, ça peut nourrir les succubes et les incubes. Mais on va pas aller trop loin. On est censé devoir lâcher uniquement le désir et la vie. Quand on pratique sexualité sacrée, ce n'est pas quelque chose de bestial, ce n'est pas quelque chose d'animal. Une sexualité douce d'amour. On commence par les caresses. Les caresses permettent d'activer les chakras du corps. Caresser de la tête aux pieds et puis du pied à la tête, dos, le côté, partout. Et quand la fusion est faite, sans éjaculation, l'art du sexe permet à l'homme qui a en lui un côté féminin, une énergie féminine, d'équilibrer l'énergie féminine, et à la femme également équilibrer son énergie masculine. C'est-à-dire que les deux sont ensemble pour créer ce que l'on appelle la quadrature du cercle, le carré magique. On va s'arrêter là. Le fait de faire l'amour sans lâcher son liquide séminal lui permet de conserver son énergie. C'est-à-dire qu'il n'est pas fatigué. De base, c'est censé te revigorer et pas au contraire être sans énergie. Sinon, ça n'a pas de sens. On fait l'amour pour acquérir de l'énergie. C'est d'ailleurs l'un des secrets pour vivre plus longtemps. Cette énergie permet de créer un être humain. Parce que le sperme et l'ovule qui se mettent ensemble, vous avez une âme qui descend. Cette union permet d'obliger une entité spirituelle à s'incarner. Voilà pourquoi votre liquide séminal doit être préservé pour une utilisation alchimique. La femme, c'est l'eau. Nous, c'est le feu. Réussir à harmoniser le feu et l'eau, c'est l'alchimie de l'amour. Le feu brûle à l'intérieur de l'eau et l'eau brûle à l'intérieur du feu. Boum! T'aimes bien ce type de contenu? Tu likes, tu follow, tu partages, tu commentes. Quand on analyse la science occulte, tout est double. Quand le monde visible et invisible communiquent, la conscience de l'individu se positionne sur les heures jumelles. On pourrait même dire que les heures jumelles, c'est une sorte de synchronicité où la conscience de l'individu est orientée vers sa montre et tombe sur des nombres qui se répètent. Il se produit une synchronicité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a un couloir qui s'est ouvert entre le monde astral et le monde physique. Un appel qui se produit entre l'intérieur
et l'extérieur et qui impose à l'individu de comprendre un message. C'est-à-dire que quelque chose est en train de se dérouler maintenant. Votre esprit intérieur essaie de communiquer en disant: si tu comprends ce qui se passe là maintenant, alors tu peux apprendre quelque chose. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai des différentes catégories des heures jumelles. Il existe plusieurs catégories d'heures, de 1h à 4h du matin, 1h1, 2h2, 3h3, etc. On appelle ça les heures jumelles de l'esprit et de la loi. Elles expriment toujours les fondements ou les fondations ou les causes premières, les choses qui se produisent en ce moment dans votre vie. De 5h à 7h du matin, on les appelle les heures de possession du pouvoir. Par exemple, 7h07 signifie que tout le pouvoir de l'univers vous appartient. 6h06, que toute la puissance est en vous. Okay. Maintenant, la catégorie de 8h à 11h. On les appelle les heures de l'équilibre et de l'harmonie. Par exemple, 8h08 signifie que votre harmonie intérieure crée votre harmonie extérieure. 9h09, que ce qui est en vous se manifeste en ce moment. Alors, ça se lit pas comme ça, c'est pas juste t'es là, tu regardes, bim. Non, faut comprendre que c'est en corrélation avec ce qu'on vit la suite. Pour plus de contenu comme ça, n'hésite pas, tu likes, tu follow, tu commentes, on est ensemble. On est reparti sur les catégories d'heures. Il y a la catégorie de midi à 16h. On dit que c'est l'heure de la connaissance et de la sagesse. Le message obtenu a tendance à vous positionner dans ce que vous devez faire. Par exemple, 15h15 signifie continuer car vous êtes sur la bonne route. De 17h à 21h. Là, on rentre dans les heures vraiment. Heures de la conscience. Ce sont ce qu'on appelle les heures d'éveil. Les heures pour méditer. Les messages souvent signifient de vous retourner vers votre être intérieur, vers votre conscience intérieure, de ce que vous avez à faire. De 22h à minuit, on dit que ce sont les heures de la vie secrète. Et de minuit à 1h, une tranche d'heure qu'on appelle l'heure mystique. Bon, pour l'instant, j'ai pas plus d'informations, mais je continue. En tout cas, si t'aimes ce type de contenu, tu le likes, tu commentes, tu partages, on est ensemble. Je me posais des questions, je me disais, mais ouais, mais toi t'es un gars, aime la connaissance. J'aime ça. Je peux littéralement passer mon après-midi à ta mairie juste pour lire des livres et acquérir la connaissance. Donc moi j'aime ça. J'aime ça. Pourtant je dois avouer, à l'école ça m'intéressait pas. J'ai pas le bac, j'ai pas le brevet. Ça m'intéressait pas. Mais quelque part je me disais, mais tu sais, à force d'acquérir la connaissance, tu deviens responsable de ce que tu apprends. Non, tu ne peux plus faire les mêmes erreurs. C'est comme ce dont on parlait quand j'ai fait la vidéo sur la sexualité. Pas être là et jeter ton liquide comme ça. Non, tu ne peux pas. Si tu comprends ce que tu es en train de lire et de découvrir, tu dois expérimenter. J'ai parlé avec ça avec le doyen Elmanso Godson et il me dit, la pire des choses, c'est d'acquérir la connaissance sans expérimenter. Parce que tu fais la culture des entités opposées à maths. C'est-à-dire que tu développes une énergie versatile. Acquérir la connaissance, c'est bien, mais soyez responsable. C'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes ne veulent pas tout dire. On dit qu'il existe 3 naissances et 3 morts. La naissance avec les parents, l'initiation et la mort. La mort spirituelle, la mort initiatique, la mort définitive. Chez nous, on dit la naissance d'un individu et la mort spirituelle. C'est pourquoi on va dire quand un individu naît, ceux qui sont de l'autre côté, dans le monde invisible, pleurent. Et les humains, eux, sont heureux. Il y a aussi la mort initiatique. C'est la prise de conscience que l'individu acquiert au cours d'une initiation. On va même dire c'est la petite mort que lui confère l'initiation. Ensuite, il y a la mort définitive, ce qui est la mort du corps physique, mais qui est à la fois une naissance dans le monde spirituel. Partie 1, métaphysique de l'aliénation mentale, selon les enseignements d'Elmanso Godson. Chaque peuple a son mental. Seulement, on a un mental qui est différent. On peut le prouver avec ce qu'on appelle la glande pinéale. Nous avons une glande pinéale qui est peut-être calcifiée à un certain niveau, et puis il y a d'autres peuples qui, eux, ont une glande pinéale qui est peut-être à un autre niveau. À partir de ce moment-là, on peut tout de suite dire que la structure mentale de chaque peuple est différente, qu'on n'a pas la même perception des choses. Nous avons une souche fonctionnement mental qui est différente des autres. Donc quand un individu en tant qu'esprit s'incarne dans la matière, son esprit est obligé d'utiliser un mental. En s'incarnant, l'individu développe une âme et l'âme crée le corps. C'est ça qu'on appelle la triptyque métaphysique, le corps, l'âme, l'esprit. Quand l'esprit veut s'incarner dans un corps, il utilise un mental et un corps astral qu'il va développer et un corps physique qui se développe par la suite. Le mental est le premier élément sur lequel s'appuie l'esprit. 2. Notre mental étant configuré
d'une manière bien précise, a besoin d'un ensemble de rituels, d'accordance entre le mental et l'esprit. En informatique, lorsqu'on prend deux bases de données, il faut trouver un protocole pour faire en sorte de les ajuster. Et bien c'est ça le rituel dont on parle, un rituel d'accordance. Le mental traduit la tradition. C'est pour ça qu'on dit que dans le mental, on trouve les us et coutumes. Mais on trouve également le symbolisme. Le mental ne réfléchit pas avec des mots. C'est pas des mots qui fait réfléchir le mental, ce sont des images, des symboles. C'est-à-dire que le mental perçoit les choses comme étant des symboles. Du coup, nos ancêtres ont compris que chaque mental a ses symboles appropriés. Chaque peuple possède des codes symboliques qui sont reconnus par son milieu de vie et qui sont adaptés à son mental. Tout simplement parce que son mental ne s'est pas développé en dehors de son milieu de vie. 3 et dernière partie. Or, chaque symbole possède une symbolique. Il y a le symbole et il y a la symbolique. La symbolique, symbole, c'est vraiment toute cette dimension immatérielle qui permet de comprendre le symbole et qui permet également au symbole de nous connecter à l'élément transcendant, c'est-à-dire l'esprit. En gros, si on doit faire un schéma, ça fait symbole, symbolique, esprit. Quand le mental reconnaît des symboles qui sont à lui, c'est-à-dire des symboles qu'il reconnaît à travers son expérience et son milieu de vie, le mental est naturellement connecté à sa dimension symbolique et à la dimension de la transcendance et peut renouveler son système de réflexion. Imaginez le cas où si on vous retire ces symboles, vos symboles à vous, pour en remettre d'autres qui ne viennent pas de chez vous, alors votre mental est bien là. Il possède des codes, mais les codes symboliques ne sont pas les vôtres. Là, tout simplement pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se développer. Après encore un truc aujourd'hui, encore de Helmans Godson, dans le temple d'Aceta, il y avait une façon d'enseigner qui était différente que dans le temple d'Ussiri. Par exemple, dans le temple d'Ussiri, lorsqu'on enseignait, donc quand je parle d'enseignement, je parle d'initiation, on n'enseigne pas l'interdit. C'est-à-dire que carrément, il est interdit d'interdire. Donc tu comprends la chose telle qu'elle est et tu la comprends selon la loi de l'affirmation. Je suis resté bloqué là-dessus parce que je me suis dit, mais ça c'est un truc en développement personnel, on parle beaucoup de ça, le fait de faire des affirmations, le fait surtout de ne pas faire de négation lorsqu'on veut quelque chose et vraiment d'affirmer. Il y a eu un truc dans ma tête, je me suis dit, mais c'est fort quand même. Tu dis que ça c'était déjà dans les temples. Et pour la transmission, tu laisses juste capter le niveau de sagesse et de connaissance. On dit souvent que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère ne peut pas faire sa loi. Ça veut dire que l'enfant qui est dans l'utérus de sa mère subit ce qu'on appelle la loi de l'utérus. Ça veut dire qu'il y a un processus de développement qui s'impose à l'enfant. Depuis la rencontre des deux gamètes, ça va évoluer en allant et l'enfant va subir cette période cyclique dans le ventre de sa mère. Et lorsqu'il va arriver à sa période de maturation, l'enfant va être extériorisé, présenté au monde. Alors cette image, je souhaiterais que les gens la gardent vraiment profondément ancrée dans la tête pour ce qui va suivre. Imaginez que l'espèce humaine, l'homme, vous et moi, la création, tout ce qui existe, nous sommes à l'intérieur de la nature. En fait, nous sommes dans l'utérus de la nature. Et la nature évolue selon des changements cycliques. La cyclologie commence déjà par ce que vous appelez une journée de 24 heures, une semaine, un mois, une année, un siècle. Vous voyez, maintenant on va sortir de l'échelle humaine, on va aller au niveau donc des âges et des ères. Ça veut dire qu'il y a des changements dans la nature qui s'opèrent et ces changements sont évaluables selon les temps. Et ces changements minuscules au niveau de l'homme, les heures, les minutes, les heures, les semaines, les mois, ne sont que des cycles plus petits dans un cycle plus grand qui est dans un autre cycle encore plus grand, encore et encore. Et donc, on a là pratiquement l'idée de poupée russe. Ça veut dire que les cycles les plus petits dépendent inexorablement des cycles les plus grands. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous dépendons de l'activité du Soleil et de la Lune et de la rotation de la Terre et de la rotation de notre galaxie, de la rotation de la Lune. Si ces éléments changent, ne serait-ce que d'un micron, on a automatiquement sur nous ce qu'on appelle les changements cosmotelluriques. Ceci a été découvert depuis dans l'Égypte antique, c'est-à-dire que la société, la communauté doit être à l'individu ce que
l'univers est à la communauté. C'est ce qu'on appelle l'ordre, la Ma'at, le Djinn. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être dans un cycle antinomique au cycle de l'univers. Nous devons épouser la nature première des choses qui nous influencent et qui nous entourent, et surtout la nature première de la terre-mère et de la nature-mère dans laquelle on se trouve. Parce que la nature-mère a ses cycles, comme la maman a ses cycles menstruels, et l'enfant ne vient que suivant certaines périodes. De la même manière, la nature a ses cycles, c'est ce qu'on appelle la cyclologie, et nous subissons un peu cette nature. C'est pour cette raison que nous, les métaphysiciens, nous disons, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de fin du monde, il n'y aura pas de guerre qui va mettre fin au monde. Ceci n'est pas prévu dans la cyclologie universelle des cycles de la nature. L'ordre naturel, est-ce qu'il n'est pas plutôt stagnation? Respecter l'ordre des choses telles qu'elles existent, mais d'où viendra l'évolution? Je vais vous dire quelque chose. Je crois que ce débat n'existe plus en fait. Non, excusez-moi d'être aussi direct. Ce débat n'existe plus. Vous savez, avion, appareil volant imitant oiseau naturel. Je veux dire par là, c'est un exemple banal que je donne. Ça veut dire tout simplement que l'homme ne peut pas inventer des lois qui ne sont pas déjà dans la nature. Et son rôle à lui, c'est d'être le gardien de l'équilibre de la nature. Et donc de veiller à ce que les lois de la nature qui font l'ordre, l'équilibre et l'harmonie de la nature soient préservées, quels que soient les développements technologiques qu'il fait. Il ne faut pas confondre les choses. La nature n'empêche pas l'homme de se développer. Autrement, il ne lui donnerait pas l'intelligence de pouvoir le faire. Mais on peut parfaitement se développer et être en accord avec la nature. D'ailleurs, il n'y a pas de développement qui soit en désaccord avec la nature. Ce que vous faites là, ce n'est pas du développement, c'est du suréquipement. Vous confondez le suréquipement avec le développement. C'est-à-dire qu'il y a une course à l'armement, une course à la technologie au détriment de l'équilibre naturel. Ce n'est pas du développement. Par exemple, vous allez donner un ordinateur à un singe dans la forêt. Il va l'utiliser. Il finira par savoir ce que c'est tout signifie. Mais ce n'est pas du développement. Parce que vous n'avez pas permis au singe de se développer lui-même pour atteindre sa propre dimension technologique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Afrique. En inondant le marché africain des technologies, on empêche même les esprits africains de se retrouver devant des problématiques et de créer par eux-mêmes selon leur milieu. Et du coup, on dit que l'Afrique est en retard. Parce que justement, le retard ne se mesure pas à la quantité de bâtiments construits, ni à la quantité d'équipements qu'on a. Le retard se mesure à la pauvreté d'esprit, à l'incapacité à être fertile pour pouvoir créer soi-même selon le paradigme moral et éthique que l'on a. Ou admettre des technologies nouvelles en respectant un paradigme qui est propre à notre culture, à nos traditions. Ce n'est pas du retard de chercher à être en harmonie avec la nature tout en se développant. Regardez par exemple, dans une chambre, nous mettons de l'insecticide. Après, nous allons nous coucher sur le lit. L'insecticide reste sur la natte. Quoi qu'on dise, on en respire un peu. Est-ce que vous comprenez? Avec d'autres animaux, il y a des poisons que des gens mettent. Mais ce n'est pas comme ça que nos ancêtres faisaient. Ils prenaient un animal pour en chasser un autre. Vous le savez bien. Quand on a des souris chez soi, on va chercher le chat. Ok, donc tu l'as vu, si tu es intéressé justement par ce type de contenu, je t'invite à suivre la chaîne YouTube du doyen El Manso Godson. Si tu as envie d'avoir d'autres types de contenus comme ce que je propose avec des vidéos pour, on va dire, synthétiser les choses, des vidéos montage, etc. Bref, les trucs que je fais, tu peux me suivre sur mon compte Instagram. Tu peux également liker, commenter, partager la vidéo. En tout cas, on est ensemble. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire de ce type de vidéo-là. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir partager au mieux les enseignements. Et je pense que ça peut être un format peut-être assez court, mais intéressant pour chaque personne. En tout cas, sur le Instagram qu'on a, Ancestraya, ça permet justement que ces enseignements puissent se partager. Et bien évidemment, ensuite, les gens sont redirigés vers
les cours d'Elmancio.